Alors, j'invite les gens qui sont restés à prendre place et à s'asseoir. Nous ne perdons pas de temps pour avoir le temps ensuite d'aller déjeuner pour cette table ronde consacrée donc aux énergies éoliennes. Le vent est-il une solution intemporelle à tous nos besoins en énergie? C'est un peu la question que nous allons nous poser dans cette table ronde avec nos deux intervenants. Je vous les présente. Il y a Brahima Dakio. Bonjour à vous. Vous êtes professeur à l'Université du Havre Normandie, fondateur et directeur du laboratoire de recherche GREA, le groupe de recherche en électronique, en électrotechnique et automatique du Havre. On verra ce que vous y faites exactement dans ce centre de recherche. Et Philippe Bruyère, également avec nous, ingénieur arts et métiers. Vous avez créé entre 1980 et 2007, donc pendant une trentaine d'années, plusieurs sociétés dans le domaine de l'énergie éolienne. Je précise qu'on avait annoncé l'avenue de Benjamin Thiria, qui malheureusement n'a pas pu venir pour un cas de force majeure, mais on est ravis de pouvoir faire cette table ronde avec vous deux. La première question, elle est pour vous, Philippe Bruyère. D'un point de vue un petit peu historique, en discutant avec vous, j'ai découvert que nous sommes ici un peu dans le berceau des moulins à vent, quand on se trouve ici au Havre et dans la région. Ça mérite quelques explications. Bon, disons que globalement, au niveau mondial, les premières éoliennes qu'on appelle des moulins à vent sont apparues à la fin du XIIe siècle dans le Cotentin. Donc, en fait, il y a eu une bagarre entre historiens pour savoir si c'était en Angleterre, dans le Cotentin, dans les Flandres. Bon, on s'est fixé 1180 dans le Cotentin, mais en fait, au Havre, c'est arrivé quelques décennies plus tard. Donc, ce sont les premiers moulins à vent tels qu'on les connaît aujourd'hui. Tels qu'on les voit là sur l'image qui est diffusée derrière nous. Tel que vous voyez ici, donc c'est le dernier qui reste en Normandie. C'est un moulin à tour, en pierre, avec donc 4 ailes qui forment une hélice, comme les éoliennes modernes. Donc moi, j'appelle ça aussi une éolienne. Traditionnellement, c'est un moulin à vent qui sont les premiers à tester dans le monde. Alors, il y a eu d'autres moulins qui ont été décrits en Perse, en Chine, au Tibet ou dans d'autres régions, mais les sources sont moins fiables que sur ce moulin-là. Donc, en fait, je pense que en Occident, ce sont les premiers moulins, et même, à mon avis, dans le monde entier. Mais alors, ça paraît quand même très étonnant, parce que là, vous nous dites vraiment, ces premiers moulins existent que depuis le XIIe siècle. Ça veut dire qu'avant cela, alors par contre, le moulin à eau existait depuis longtemps. On n'avait pas trouvé une idée qui nous paraît, à nous, aujourd'hui, toute simple, cette idée de faire tourner des pales avec le vent pour profiter de cette énergie gratuite, en quelque sorte. Pourquoi il a fallu attendre tout ce temps? Ça ne va pas de soi, en fait. Pourquoi on ne sait pas. En tout cas, il est un fait que en 1180, si c'est cette date qu'on retient, ça surgit de nulle part. En fait, il n'y a pas d'antécédent vraiment. Donc, ce moulin reprend des mécanismes qui sont aussi utilisés dans l'hydraulique, mais le principe de faire tourner un rotor face au vent comme ça, donc cette hélice, c'est vraiment très nouveau. On s'en sert pourquoi dans les tout premiers temps, quand on invente le moulin, ça sert à quoi? Bon, l'idée fondamentale, c'est de moudre de la farine, comme pour les moulins hydrauliques, pour assurer la subsistance des gens. En fait, un moulin, ça ne produit pas de l'énergie, ça produit quelque chose qui est utile à des gens. Et donc de la force mécanique pour entraîner des meules, et ces meules faisant de la farine. Donc l'idée de faire autre chose que de la farine avec un moulin, il faut encore attendre quelques siècles avant que ça arrive? Pas quelques siècles, mais oui, un bon siècle, oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait histoire ensuite que ce moulin soit un petit peu stabilisé déjà, et puis à partir de là, donc se développent d'autres usages. Donc parmi les premiers, de piler des graines de colza pour faire de l'huile qui est utilisée pour la nourriture, mais aussi surtout pour l'éclairage. Mais on fait aussi de l'huile de lin pour la peinture. Enfin bon, des moulins aussi pour scier, par exemple pour scier le bois. Donc on a un exemple ici, juste après. Ce qu'on appelle des moulins industriels, c'est-à-dire des moulins qui sont faits pour autre chose que de la mouture de farine. Là, ce qui apparaît derrière nous, c'est un moulin qui... Ça, c'est un moulin du 18e qui permet de scier du bois. Oui. Enfin, ce sont des grands moulins hollandais, où là, on atteint l'apogée en fait, du moulin au XVIIIe siècle, et qui perdureront jusqu'au début du XXe, où il y en a encore en activité aujourd'hui aux Pays-Bas.
et qui servent donc à différents usages industriels. Donc, il reste aussi des moulins pour moudre de la farine, mais il y a aussi eu des moulins à papier, par exemple, à la fin du XVIIe, pour faire du papier, peut-être. Des moulins pour broyer des couleurs, des moulins pour broyer du minerai aussi, enfin plein d'usages qui sont hors mouture de grain. Et on est d'accord que là, c'est la force mécanique qui est transmise pour activer une scie, pour activer un pilon. Oui. Il n'y a pas d'électricité dans tout ça. Hein. Bon, l'électricité, elle apparaît très, très tardivement. Elle apparaît au 19e. De toute manière, l'électricité, elle est inventée ou découverte au début du 18e, enfin, au début du 19e, mais elle met du temps à se développer. Les premiers réseaux, c'est plutôt fin 19e pour l'éclairage et la force motrice et l'entraînement des tramways. Mais donc là, tous ces moulins-là, entre le 12e siècle et le 19e, sont exclusivement transforment de l'énergie mécanique du vent en énergie mécanique utile pour fabriquer des produits industriels. Et ça n'est pas, ça demande une vraie technicité. Hein. C'est pas rudimentaire cette façon d'utiliser le vent, parce que c'est effectivement fait de bois, ça tourne. Si ça tourne trop vite, on peut assister à des feux de moulin. Un moulin peut s'embraser. Ouais. Bon, on a eu l'exemple. Si vous voulez, ça paraît simple de l'extérieur, il suffit de laisser tourner. En fait, la formation d'un meunier, c'est entre 6 et 8 ans. On les prend assez jeunes, les enfants, à 7-8 ans, et puis on les forme avec l'ancien meunier pendant un temps très long. Bon, ce qui s'est passé, c'est que il y a des grands esprits qui se sont dit, ça c'est très facile, on n'a qu'à les... Parce qu'en France, ça ne s'est pas beaucoup développé. Donc il y a eu l'idée, pendant la Révolution française, puisqu'on avait conquis des territoires, notamment proches de la Hollande, de prendre ces moulins et de les importer en France. Et notamment, il y en a eu un qui a été importé au Havre, et c'était un moulin à scie et le bois. Et en fait, ce qu'on appelle des moulins à planches, c'est-à-dire que les Hollandais achetaient du bois dans les Vosges françaises, flottaient sur le Rhin, faisaient scier par leur propre moulin et revendaient aux Français les planches. Alors les Français trouvaient ça quand même un petit peu fort. Et donc, ils se sont dit, on va importer les moulins. Et en fait, on s'est aperçu que il ne suffisait pas d'importer la machine, il fallait importer les charpentiers, les constructeurs du moulin, et en plus, après, les exploitants, ceux qui allaient s'en servir. Donc le seul qui a été monté, c'était à Lorient, et au bout d'un an, il a brûlé, parce qu'il s'est emballé en pleine tempête. Ouais. Si vous laissez le moulin aller tout seul, si vous lui donnez pas si vous le freinez pas avec une charge, il s'emballe, il s'envole. Mais les éoliennes modernes, c'est la même chose. Hein. Ouais. Les éoliennes modernes pourraient s'enflammer si on ne régulait pas la façon dont ça tourne. Si vous tenez pas le rotor avec le réseau électrique, elles s'envolent, ça c'est certain. Elles doivent avoir une sécurité, elles ont toutes une sécurité sur le rotor pour éviter l'emballement. Ouais. Alors justement, venons-y à ces éoliennes actuelles, hein, puisque voilà, c'était intéressant de faire ce petit historique, mais évidemment ce sont les éoliennes d'aujourd'hui qui nous intéressent. Depuis combien de temps c'est revenu au goût du jour, cette histoire d'utiliser le vent pour produire cette fois-ci de l'électricité avec ces éoliennes? Bon, la source, c'est la fin des années 70, donc on a... Bon, faut savoir qu'en 73, il y a quand même une crise énergétique majeure, avec une augmentation importante du prix du pétrole, un peu sur le même mode qu'on vit presque en ce moment. Donc des crises énergétiques, il n'y a rien de nouveau, c'était déjà là il y a 50 ans. Et donc il y a eu des groupes, notamment au Danemark, plutôt anti-nucléaires, qui se sont réunis et qui ont imaginé d'autres sources d'énergie que les énergies conventionnelles au pétrole. Donc là c'était axé essentiellement contre le pétrole. Et donc se sont développés à partir d'artisans ruraux, de maréchaux ferrants, en fait, de ce genre des éoliennes d'une dizaine de mètres de diamètre. Qui ressemble à ce qu'on voit ou on est pas Alors ça c'est avant, c'est fin 19e, où là ce sont les Américains qui ont développé ce qu'on appelle des éoliennes de pompage, donc ce qu'on appelle des multipales, ce qu'on voit dans tous les films de cow-boys. Ils en ont diffusé 5 ou 6 millions d'exemplaires. Donc aux États-Unis, mais aussi en Europe, où il y a eu beaucoup de sociétés de construction mécanique qui ont fabriqué ça en France, en Allemagne. Pomper l'eau dans la nappe phréatique. Exclusivement pour pomper de l'eau, oui, exclusivement pour pomper de l'eau. Non, non. Donc on a adapté ces machines-là pour produire de l'électricité début du XXe, mais ça n'a pas donné des résultats mirifiques. Donc ça c'est aussi un des aspects, c'est on prend le moulin à vent tel qu'il existait, et on entraîne une dynamo, donc un moteur à courant continu, pour charger des batteries, pour alimenter au niveau municipal. Donc ça s'est fait au Danemark dans les années 1900-1920. Et donc il y a eu comme ça 70-80 centrales éoliennes villageoises
qui est un système intéressant dans la mesure où, quand il y a eu diffusion d'électricité, c'est les grandes villes qui ont été concernées et le milieu rural, pas du tout. Et donc, ce sont les municipalités qui ont investi dans ces machines-là et qui vendaient l'électricité à ceux qui étaient raccordés. On a un temps, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, hein, donc on est dans les années 1950, EDF a un temps envisagé vraiment de faire porter au vent, si j'ose dire, une grosse partie de la production en électricité hein, à cette époque-là. C'est-à-dire que donc EDF s'est créé en 1946, à la sortie de la guerre, en nationalisant tous les réseaux privés d'électricité qui existaient. Donc il y avait à peu près 1 millier de réseaux qui sont tous fusionnés dans la nationalisation d'EDF. Bon, EDF était confronté à ce qu'on appelait en ce temps-là une disette énergétique, ce qui veut dire en français crise de l'énergie. À la sortie de la guerre, on n'avait pas le courant tous les jours ni à toute heure de la journée, et donc chercher d'autres sources d'énergie. Donc ils ont développé beaucoup l'hydraulique. Ce sont des gens des ponts et chaussées, donc ils ont développé l'hydraulique à fond. Et ils se sont dit en complément, au niveau de la direction d'études et de recherche, c'est dit en complément, on va faire de l'éolien. Il y a même des publications où on voit une France alimentée avec 50% d'hydraulique et 50% d'éolien. C'est-à-dire que pendant un temps, on pensait que la France, la quantité d'électricité dont on aurait besoin, 50%, l'hydraulique, 50%, l'éolien. Vraiment, oui. Est-ce qu'on y est arrivé à ça? On n'y est pas arrivé parce que vous pouvez vous appeler EDF, vous n'arrivez pas à développer une éolienne comme ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir une telle opiniâtreté, mais aussi un savoir-faire, une longue expérience. Et ils n'y sont pas arrivés. Donc ils ont fait 3 prototypes de 20 et 30 mètres jusqu'à 30 mètres de diamètre, jusqu'à 1 mégawatt de puissance. Et puis, comme ça ne marchait pas, ils ont arrêté dans les années 65-66. Bon, il y avait le nucléaire aussi qui sortait du bois avec la licence Westinghouse. Et donc, ils ont arrêté. Mais tous les réseaux, enfin, les États-Unis avaient fait la même chose dans les années 40. Les Anglais ont fait ça. Enfin, des grandes éoliennes raccordées au réseau. Et donc, finalement, le retour de l'éolienne moderne telle qu'on la connaît, vous datez ça de quand à peu près en France? Donc le retour de l'éolienne moderne, c'est revenu du bas. C'est-à-dire que les grosses sociétés ne sont pas arrivées. Alors il y a d'autres exemples en Allemagne avec MAN, aux États-Unis avec la NASA. Ils ont fait des machines jusqu'à 100 mètres de diamètre et tout a cassé. Rien n'a fonctionné. Et c'est reparti de ces petits mécaniciens ruraux danois avec des éoliennes de 10 kW, 10 mètres de diamètre en gros. En 79. On a commencé avec finalement des petites tailles pour y arriver et finalement... Le numéro 1 mondial, qui s'appelle Vestas, il a acheté une licence à un mécanicien rural qui s'appelait HVK en 79. Et à partir de là, il a développé sa gamme qui aujourd'hui, il atteint 236 mètres de diamètre. Donc il est parti de 10, il est parti de 10 kW, il est à 15 000 kW aujourd'hui. Brahima Dacio, c'est un peu à ce moment-là que vous arrivez dans l'histoire. Hein. Maintenant, on est avec ces éoliennes de plus en plus grandes. D'ailleurs, pourquoi celles que l'on est en train de placer au loin, au large des côtes françaises, sont beaucoup plus grandes hein, d'envergure que celles que l'on voit dans les plaines ou sur le continent? Pourquoi une différence de taille entre les éoliennes sur les terres et les éoliennes en mer? Alors, merci de me donner la parole déjà. En tant que chercheur, je vais juste dire que on est au point où, à un moment donné, il fallait passer à l'accumulation de savoir pour épauler le savoir-faire. Et maintenant, nous sommes dans le faire-savoir. Et si je reprends votre question, en vérité, la taille a une contrainte qui est liée simplement au site sur lequel on veut placer l'éolienne. Et donc, quand vous avez à terre des endroits où vous voulez placer des éoliennes, vous avez ce qu'on appelle des nuisances, hein, des nuisances visuelles, vous avez un certain nombre de problèmes qui sont liés à l'implantation sur la terre, qui font que les gens ne l'acceptent pas. Donc, il y a une acceptation qui est posée. Et puis, en mer, vous avez la possibilité, vous n'avez pas de contrainte sur l'espace, vous avez intérêt à avoir des éoliennes qui captent beaucoup d'énergie, c'est lié à la taille, pour rentabiliser le surcoût sur l'implantation de ces éoliennes au large et donc un peu loin de là où l'énergie est utilisée. Donc du coup, on se retrouve avec objectivement l'intérêt à mettre des éoliennes de plus en plus grandes
Et la contrainte à terre, c'est que, à un moment donné, ça ne passe plus parce que vous avez des contingences au niveau des Est-ce usages. qu'il y a aussi une histoire que le vent en mer n'est pas du même type, enfin, qu'il y a des vents propres quand ils soufflent sur les océans et qui sont différents lorsqu'on est à terre avec les reliefs qui sont là? Absolument, il y a une qualité du vent qui est supérieure au large par rapport à l'utilisation à terre, parce que vous avez évidemment des obstacles qui créent des effets tourbillonnaires sur le vent, et ça, par rapport à une éolienne, ça gêne en termes de captage de l'énergie dans le vent. Et au large, ce qui est intéressant et qui augmente en fait l'intérêt de placer des éoliennes là, c'est ce qu'on appelle le facteur de charge. Et en fait, comme vous êtes au large, le vent est quasiment toujours présent, et une éolienne produit par rapport à ses objectifs beaucoup plus d'énergie que si vous installez la même éolienne à terre. C'est-à-dire que finalement le vent va toujours dans le même sens avec une intensité assez régulière quand on se trouve au large, on peut le dire comme ça? Voilà, on dit que les écoulements sont plus laminaires quand on est en mer plutôt qu'à terre. Ouais. Et le vent, quand la direction du vent est bien marquée, l'énergie est plus exploitable, on capte mieux que quand il y a des tourbillons. Tout votre travail à vous et vos équipes de recherche, c'est de trouver comment jouer avec le fait que le vent, même quand il est régulier, il n'est pas toujours présent, il n'a pas toujours la même intensité. Il y a cette intermittence des énergies renouvelables pour un réseau électrique qu'il faut alimenter avec des besoins précis qui ne sont pas forcément en lien avec si le vent souffle ou pas. Comment on fait avec ça ? Alors, vous avez mis le doigt sur la problématique de la transformation de l'énergie disponible dans le vent en électricité. Et en fait, il y a deux contraintes à ce niveau-là. Il y a le fait que quand vous captez l'énergie du vent, vous captez avec le rythme du vent. Donc, ce rythme-là, vous ne le commandez pas. Et l'autre contrainte, c'est que quand vous produisez de l'énergie électrique, vous avez des contraintes de qualité. Donc, l'énergie électrique doit être fournie avec une certaine des contraintes sur notamment la tension et la fréquence, en règle générale. Donc, vous voyez bien qu'il est très difficile d'imaginer quelque chose qui est fortement variable et le mettre en disposition de manière très contrôlée. Donc, il y a cet aspect qu'il faut maîtriser. Et donc, à ce niveau-là, il y a toute une chaîne de conversion de l'énergie dans laquelle nous travaillons, qui est ce qu'on appelle le génie électrique en règle générale, qui consiste à conditionner l'énergie à partir du moment où on l'a captée et qu'on l'a transformée en électricité, à le conditionner pour qu'il soit disponible dans les meilleures conditions pour l'usager. Et donc, c'est là-dessus que nous travaillons avec il y a deux endroits particuliers où les problèmes se posent. Il y a la transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc, on parle des moulins aux éoliennes, aux aérogénérateurs maintenant. Et là, il faut un générateur avec des principes électromagnétiques. Ensuite, vous avez cette énergie qui est disponible sous une forme qui n'est pas forcément compatible avec le réseau. Il faut mettre un convertisseur d'électronique de puissance pour rendre compatible l'énergie électrique qui arrive avec le réseau. Donc, si je résume avec des mots simples, il faut standardiser cette électricité pour qu'elle ait exactement les mêmes caractéristiques que l'électricité qui circule dans les fils, dans les câbles du réseau. Il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est que cette énergie, elle est produite à un moment où on n'en a pas forcément besoin. Donc comment on la stocke? C'est-à-dire quand le vent souffle à plein régime et qu'on n'est pas dans un moment où on a besoin de toute cette électricité, mais qu'on sait que peut-être on en aura besoin dans quelques heures, comment on la stocke, cette énergie, à grande échelle? Alors, à grande échelle, il y a plusieurs solutions, enfin 2 solutions qui sont aujourd'hui pratiquées. Il y a une solution qui est éprouvée, c'est le stockage par pompage. Donc, un réseau se régule généralement avec des effets de pompage. Quand il y a suffisamment d'énergie, on va pomper de l'eau, la mettre en hauteur et la dénivellation permet de récupérer cette énergie plus tard. Donc ça, c'est une première solution. La solution d'avenir, enfin une solution d'avenir, c'est aujourd'hui d'utiliser l'énergie, l'excédent d'énergie pour fabriquer par exemple de l'hydrogène. Cet hydrogène est stocké, utilisé en l'état ou réutilisé pour produire de l'électricité.
Donc voilà un peu deux pistes. Alors, ces deux pistes, surtout la première, quand on n'est pas de la partie, on peut se dire, mais c'est quand même très rudimentaire cette façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'on a de l'électricité, concrètement, on pompe de l'eau pour aller la percher dans un lac artificiel en hauteur, et puis quand on a de nouveau besoin d'électricité, on fait passer l'eau dans des turbines et on régénère de l'électricité. On imagine qu'il doit y avoir des pertes incroyables quand on fait ça, non? On ne perd pas beaucoup d'énergie en montant l'eau puis en la faisant redescendre? Alors, il y a deux notions qu'il faut manipuler à ce niveau-là. Il y a certainement toute transformation d'énergie s'accompagne de pertes. Oui. Bon, c'est une question de pourcentage. Par contre, il y a la sécurité et la disponibilité même de l'énergie. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas d'électricité. Donc, la partie sur laquelle vous comptez, elle n'existe même pas si vous ne faites pas ça. Oui. De toute façon, ce serait complètement perdu. Voilà. Donc, même si on en perd un peu, donc ce que vous garde perdez n'est pas totalement perdu, Bien puisque sûr. ça sert à vous rendre disponible de l'énergie. C'est ça. Donc c'est là où il y a vraiment des nuances à avoir. Et donc cette solution que vous dites rudimentaire, en fait, c'est la solution qui a permis à l'électricité d'être aujourd'hui ce que c'est. Mais c'est-à-dire qu'il n'existe pas de piles géantes. C'est-à-dire que nous qui sommes habitués au quotidien à remplir nos batteries pour nos différents appareils, là, à l'échelle d'un pays ou d'une région, on ne peut pas faire des piles qui restituent l'électricité quand on en a besoin. Alors techniquement, ça existe, on connaît les principes, Ouais. c'est économiquement cher. D'accord. Donc sinon, il y a des piles aujourd'hui qu'on appelle, enfin des batteries ou des accumulateurs qu'on appelle des redox flow, ou dans lesquels on peut stocker de l'énergie en grande quantité, mais ça revient très très cher et donc le coût du mégawattheure obtenu en utilisant ces technologies devient exorbitant. Je voudrais vous poser, maintenant qu'on a un peu compris à la fois l'historique et puis la partie technique, vous demander où on en est aujourd'hui, quelle marge de progression on a, et puis ensuite on passera dans la salle pour discuter, parce qu'il y a aussi la question de l'acceptabilité. Hein. Ces éoliennes, tout le monde dit que c'est écolo, mais en même temps, quand on en voit pousser dans son jardin ou dans son champ de vision, il y a beaucoup de gens que ça dérange. Alors on abordera aussi cette question qui fâche. Mais d'abord, aujourd'hui, dans la quantité d'électricité qui est produite et utilisée en France, quelle part revient à l'éolien? Alors, l'éolien proprement dit, c'est assez faible encore. Hein. On estime qu'on est à peu près à 12% éventuellement de l'énergie éolienne que l'on injecte dans le réseau. Alors, mais les énergies renouvelables... 12% de l'énergie renouvelable, c'est ça que vous nous dites? Non, c'est 12%, 12% de l'énergie renouvelable. De l'électricité renouvelable. Oui. Donc ça veut dire, par rapport au mix général, si on prend le nucléaire, c'est encore moins. C'est encore moins. On est à quel ordre de grandeur? Alors là, c'est assez... Combien vous dites, vous? 8, dites-le dans le micro. Oui. On est plutôt en 2021, on a produit 37 TWh, enfin 37 milliards de kilowattheures avec des éoliennes, ce qui n'est pas rien. Et la consommation, bon alors la France, ça varie, mais on est dans les 450-500 milliards. Donc on est à 7-8% et on va monter à 10-12%. Mais du total de l'énergie. Du total. Donc là, on n'est pas que sur le renouvelable. C'est ce qui énerve un peu les électriciens, c'est qu'en fait, plus on injecte d'électricité sur le réseau, plus ça les perturbe. Alors, pourquoi ça les perturbe? Parce qu'ils ont leur centrale à eux et que si on injecte 30 milliards de kilowattheures, il faut qu'ils arrêtent certaines centrales à certains moments et qu'ils en démarrent d'autres à d'autres. Et bon, en France, on a un système qui est assez rigide puisqu'on a du nucléaire. Et le nucléaire, lui, vous ne pouvez pas l'arrêter. Il est en route, il est en route. Et donc, il n'aime pas avoir des énergies qui arrivent comme ça, massivement. Alors 10%, ça va. Si on monte à 20, à 30, il va falloir réfléchir. Ouais. C'est l'aspect intermittent de ces énergies qui gêne, et c'est là où on parle de réseau intelligent, de smart grid, où il s'agit de gérer finement le réseau pour justement qu'il y ait toujours la même, en tout cas la bonne quantité d'électricité produite avec ces événements aléatoires que sont les vents qui s'arrêtent et qui redémarrent. Tout à fait. Et donc justement, quand on parle du réseau, avec des différentes productions dont on a parlé de l'éolien, on a parlé du nucléaire, on a parlé de l'hydraulique. Tout ceci est assez hétérogène et toutes ces sources n'ont pas les mêmes réalités et ne sont pas disponibles de la même manière. Or, tout ce qu'on souhaite, c'est de ramener tout ceci au niveau électricité et rendre disponible l'énergie. Et à partir de ce moment, il faut gérer
toutes les variations. Oui. Mais comment vous faites concrètement ça pour gérer? Alors pour gérer, on utilise d'une part le réseau, donc les informations qu'on peut récolter au niveau du réseau, et surtout, quand on utilise des éoliennes, il faut pouvoir dire comment le vent va évoluer, et à partir de là, on peut anticiper parce qu'on a des systèmes de contrôle informatique qui vont prendre ces informations et qui vont permettre de gérer la stabilité, les perturbations au niveau du réseau. Donc, grâce aux prévisions météo, on sait quelques jours avant si ça va souffler et on peut estimer la quantité d'électricité qui va être produite. Tout à fait. Et donc c'est pour ça qu'on parle des réseaux intelligents, parce que le réseau n'est pas devenu subitement intelligent. Ouais. Mais on a besoin de plus d'informations pour gérer les réseaux du futur. Et donc c'est pour cela qu'on dit il y a souvent un problème d'intelligence qui se pose. Ouais. Et il y a un problème d'intelligence et de big data. Enfin, pour les jeunes qui sont à l'écoute, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est vraiment le domaine technologique qui fédère pas mal de choses. Dans les réseaux intelligents, en fait, il y a 3 flux qu'on doit gérer. Il y a le flux d'électricité, d'énergie, il y a le flux d'informations, c'est l'ensemble des informations dont on dispose, et il y a le flux monétaire. Donc même les finances interviennent dans la gestion d'un réseau intelligent. Donc il y a là toutes les technicités et les compétences qu'il faut réunir pour que tout ceci se passe bien dans le futur. Les données, c'est savoir à quel moment il va y avoir les pics d'énergie, connaître les habitudes de consommation, savoir d'une année sur l'autre des phénomènes qui reviennent avec récurrence et pouvoir les anticiper. Absolument, et dire parmi les ressources dont je dispose, qu'est-ce qui va être disponible pour remplir quelle mission. Et ça, c'est important. Alors, sachant ça, selon vous, là, c'est un peu ce travail d'observateur et d'expert que je vous demande, quelle est la marge de progression? C'est-à-dire, on peut envisager de produire quel pourcentage de l'électricité dans le mix, le fameux mix énergétique, dans les années à venir, selon vous? Avec l'éolien pur. Voilà. Bon, l'éolien pur, il peut monter à 40-50 sans... C'est 40-50%. Donc la question, ça va être les sites disponibles, donc aussi bien terrestres que offshore, enfin qu'en mer. Parce qu'en mer, donc les gens s'étaient dit, bon, on va reculer les éoliennes et comme ça on les verra pas. En fait, on les voit toujours. Donc à 10 km de la côte, vous les voyez. Donc il faut aller à 20, il faut aller à 30, il faut aller à 40 km. Donc ce que font les Anglais, ils vont à 80 ou à 100 km. Mais ils ont un plateau continental très très éloigné. C'est-à-dire qu'ils vont à 30 km, vous avez encore 20-30 mètres d'eau. Donc là, vous pouvez mettre des éoliennes sur le fond de la mer. Nous, en France, à 15-20 km, ça commence à plonger. C'est-à-dire qu'on est à 40, 50, 60, 80. Et donc les solutions conventionnelles qu'on utilise aujourd'hui sont plus adaptables. Donc la France s'est lancée sur l'éolien flottant, qui est donc de monter des éoliennes conventionnelles sur des caissons. Les caissons étant ancrés au fond de la mer, un peu comme une plateforme pétrolière. Et donc là, il y a des essais qui vont être lancés. Donc il y a une première machine qui tourne en Loire-Atlantique. Et il va y avoir aussi des essais, notamment dans le golfe de Lyon, parce que la Méditerranée, ça plonge aussi très fort. Ouais. Donc ça, c'est une solution. Donc, bon, la question aujourd'hui, c'est qu'on prend une éolienne terrestre, on la met sur un flotteur, on met tout ça en mer. Il faudrait imaginer une éolienne qui soit vraiment conçue pour être flottante en mer. Bon. Mais ça reste rentable, pardon, d'imaginer, j'ai aucune notion des coûts, mais là vous nous parlez d'éoliennes gigantesques sur des sortes de radeaux flottants, hein, comme des plateformes ancrées au fond, puis après il faut les câbles pour faire revenir l'électricité. Ouais. Tout ça reste rentable pour produire de l'électricité. Tout ça est à l'état de prototype, donc aujourd'hui c'est très cher, c'est 4 fois le prix. Donc le terrestre c'est à peu près, disons, 6-7 centimes du kilowattheure. Hein, donc, les gens payent à peu près 17 centimes. Donc, bon, nous, l'éolien terrestre produit à 6-7 dans les appels d'offres. L'éolien en mer produit plutôt dans les 15-20. Et l'éolien flottant plutôt dans les 30-40. Hein, vous voyez, donc mais il y a l'espoir de refaire tomber tous ces prix quand il y aura un développement industriel suffisant. C'est toujours la même histoire. Je retiens quand même ce chiffre à terme. Vous dites ce serait, c'est pas sûr qu'on y arrive parce que c'est aussi une question de volonté politique, mais ce serait possible d'avoir 50% du total de l'électricité produite en France qui passerait il y a eu plusieurs simulations. Donc maintenant, on raisonne aussi dans des réseaux interconnectés. Hein. La France n'est pas seule au monde. Donc il y en a d'autres qui vont produire d'autres choses. Donc on va échanger l'électricité avec les autres. Hein. Donc bon, et le nucléaire, c'est ce qu'il fait. Quand la nuit, le nucléaire, comme on ne l'arrête pas, exporte de l'énergie. Bon, et donc là, il faut jouer aussi sur les interconnexions avec
l'Espagne, l'Italie, les Allemands, tout le monde. Brahimia Dakio, sur cette idée, c'est intéressant d'avoir l'avis d'experts des différents avis. 50%, c'est envisageable? C'est envisageable, mais à long terme. Parce que, en fait, ce qui est aujourd'hui fait, c'est que nous sommes dans une phase où, dans un anglicisme, on dit on est dans le learn by doing. Ouais. On est en train de progresser en faisant. Ouais. Et donc, il n'y a pas une théorie qui dit aujourd'hui qu'on est capable dans un réseau de supporter 50% de fluctuations dans un réseau. Oui. On est en train de travailler sur deux choses concomitantes, la capacité à stocker et la capacité à réguler un réseau quand la production n'est pas centralisée. Donc vous voyez, ça reste... Il y a un troisième point qui était la capacité à faire autre chose que de l'électricité. Parce qu'en fait, le vecteur électrique, il est contraignant parce qu'il n'est pas stockable. Bon, vous avez des éoliennes en mer, on peut imaginer, on prend de l'eau, on en a, de l'énergie, on en a, donc de faire de l'hydrogène en mer et d'avoir des bateaux qui viennent chercher l'hydrogène régulièrement ou de faire accoster l'hydrogène. Parce que l'hydrogène, ça permet de faire l'énergie dans les piles à combustible, mais c'est aussi un élément chimique qui est utilisé dans l'industrie pour faire de l'acier, qui peut être utilisé pour faire de l'acier vert, mais qui est utilisé aussi massivement dans les industries agroalimentaires. Donc c'est un produit chimique. Donc c'est aussi un produit énergétique dans la mesure où on peut le brûler ou le décomposer dans une pile à combustible. Et donc ça, les Pays-Bas travaillent là-dessus, les Danois travaillent là-dessus, de créer des hubs où on connecte des centrales éoliennes en mer pour faire de l'hydrogène et qu'on vienne après ravitailler les gens en hydrogène vert. Ouais. Ça, c'est intéressant. En fait, vous posez même plus généralement cette question, est-ce que le monde de l'énergie doit être tout électrique? Est-ce qu'on est obligé de passer par ce vecteur de l'électricité? Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à, finalement, ces moulins d'antan que vous nous avez montrés et utiliser directement l'énergie d'une éolienne pour mécaniquement pomper de l'eau ou pour faire autre chose sans passer par le réseau électrique? Oui, ça c'est un petit peu le bémol qu'on a sur le développement industriel aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus de petites éoliennes. Donc la plus petite éolienne qu'on puisse acheter aujourd'hui, c'est de l'ordre de 2 mégawatts, donc des machines qui font quand même 80-90 mètres de diamètre. Or, il y a plein d'utilisations. Oui, je prends par exemple aujourd'hui dans les municipalités le problème des piscines. Piscine, c'est chauffer de l'eau. Chauffer de l'eau, c'est de l'énergie. L'énergie, ça vient du fioul, ça vient du gaz et tout ça. Donc les Russes, voilà, tout, hein, le problème de souveraineté énergétique. Pour chauffer de l'eau, une éolienne, bon, il y a d'autres solutions, même en chauffage direct, qui seraient sûrement utilisables dans certains contextes ruraux et qui auraient le deuxième avantage d'associer une éolienne à une fourniture locale d'énergie, donc une compréhension plus forte par les populations qui voient cette éolienne-là. Mais il faudrait pouvoir disposer d'éoliennes de plus petite taille qui ont disparu. C'est ça. En fait, vous dites on devrait peut-être que passer par le gigantisme, mais pas seulement par le gigantisme de ces éoliennes offshore. On pourrait faire plus petit sur le territoire, plus local. Comme dans les voitures, on a fait des grosses voitures, mais il reste toujours des petites. Là, on fait que des grosses éoliennes. Et donc, on n'a plus des machines de 500 kW qui faisaient quoi, 40-45 mètres de diamètre, ou des machines de 300 qui faisaient 30 mètres, et qui sont, dans certains cas, pourquoi pas utilisables. Et quand vous les démultipliez, ça commence à devenir significatif. Je voudrais qu'on garde un peu de temps pour les questions avec la salle. Je pense que, notamment, ces questions qu'on n'a finalement pas encore eu le temps d'aborder sur l'acceptation ou pas de ces éoliennes, je pense que ça viendra avec les questions. Y en a-t-il? Je vois une main qui se lève. N'hésitez pas à vous manifester auprès des hôtes et des hôtesses qui circulent dans les rangées. On vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. J'avais une question concernant justement le réseau, la centralisation. Si l'on met des petites ou moyennes éoliennes dans les campagnes, on risque effectivement de fortement perturber les réseaux. Et comment arriver justement à programmer la multiplication de petits fournisseurs d'énergie avec cette forte centralisation qui a été créée justement par le nucléaire en France? Oui. Alors là-dessus, vous avez raison. Quand on multiplie les sources de puissance, on a tendance à perturber le réseau. Mais les niveaux de perturbation ont des solutions qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand vous mettez des grandes éoliennes, ce n'est pas que vous ne perturbez pas le réseau, vous le perturbez autrement que les petites éoliennes. Et en règle générale, sur les énergies renouvelables, en fait, c'est valable pour le solaire, hein, et on vient de le dire,
à mon avis, l'utilisation en petite quantité, mais en grand nombre, est préférable à l'utilisation en grande quantité et en petit nombre. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir des petites éoliennes. Il vaut mieux avoir des petites grosses. éoliennes et Nombreuses que des grosses et uniques. Vous pouvez nous préciser pourquoi? Alors, en plus de cela, vous pouvez rendre votre réseau plus robuste parce que comme vous avez des petites productions un peu partout, vous pouvez îloter des zones. Vous pouvez rendre des zones autonomes en termes d'énergie, alors que si vous concentrez tout ceci à des endroits, eh bien, quand vous avez une rupture, c'est une rupture de masse. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, pour Absolument, le dire. c'est une sagesse. Là-dessus, j'ajoute, au niveau européen, il y a une directive qui est passée il y a 5-6 ans sur ce qu'on appelle les communautés d'énergie renouvelable, qui n'a pas encore été déclinée en France, parce que communauté d'énergie renouvelable, c'est des mots qui sonnent un petit peu bizarres. Mais en fait, l'idée, c'est de créer une société à un niveau local de tous les gens qui sont et qui produisent et consomment sur le même territoire et qui s'arrangent entre eux. Donc ça existe déjà, mais il faut être abonné. Enfin, si vous voulez, en gros, vous avez 10 producteurs solaires au Havre, vous avez 15 consommateurs qui veulent du solaire. Eh bien, le réseau va affecter ce qu'a produit le producteur sur votre consommation à vous. Donc ça permet de localiser. Un deuxième exemple, c'est en Italie, où ces communautés d'énergie renouvelable, en fait, on îlote, comme disait monsieur, c'est un poste de distribution alimente, je sais pas moi, 5000 personnes. Sur ce poste de distribution, on peut créer une société privée qui rassemble des producteurs, des consommateurs, et ils ont une prime si toute la production renouvelable qu'ils produisent est utilisée localement. Ils ont une prime, et si elle est exportée sur le réseau, ils n'ont pas de prime. Donc en fait, ça pousse les gens à produire et à consommer localement les énergies renouvelables. Parce que c'est vrai qu'à un certain moment, mais on a déjà le constat pour le solaire, on fait que exporter et on n'utilise rien localement. Et donc là, il y a des solutions qui sont en train d'être imaginées, donc aussi liées avec les réseaux intelligents dont on parlait tout à l'heure, qui permettraient de gérer ça à un niveau... En fait, on revient avant la nationalisation, mais il ne faut pas le dire. Donc on n'est pas prêt. À mon avis, la France, ça va être un petit peu plus difficile à faire bouger de ce point de vue-là. En Italie, c'est plus détendu. Ici, le réseau centralisé, on est en train de renationaliser EDF. Donc voilà. Une question dans la salle. Je voudrais justement rebondir sur ce que vous évoquez comme éventuellement une solution, mais des producteurs qui se réunissent, ce sont donc des gens qui ont les moyens d'investir, qui sont donc propriétaires d'un terrain, de leur maison, pour y installer des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, puisque c'est un autre mode. Donc ça veut dire que c'est ceux qui ont les moyens qui peuvent le mieux bénéficier des énergies renouvelables. Et ceux qui sont simplement locataires, eux, ils n'ont pas les moyens d'investir et ils ne bénéficient pas de cette grand aspect, parce qu'on parle du nucléaire comme étant la source d'un système centralisé. C'est aussi l'idée qu'en France, l'électricité a le même prix partout, même au plus lointain... même dans le plus lointain hameau ou dans les zones urbaines défavorisées. Oui, alors pour ça, vous avez certainement raison. À partir du moment où on délocalise, on ne peut faire que des péréquations. Parce que les zones n'ont pas les mêmes richesses en fait. Si vous prenez la France, dans le Midi, vous allez avoir plus de solaire qui marcherait plutôt que dans le Nord. Et donc, entre ces deux, comment vous faites pour que l'énergie ait le même coût? Donc, il y a vraiment une péréquation à faire au niveau de ces producteurs. Mais, si je prends l'exemple de situations où, en termes de moyens, ça fait vraiment défaut, vous prenez l'Afrique, moi je suis de ceux qui préconisent qu'il y ait la création de coopératives énergétiques. Exactement comme au début d'EDF, c'est comme ça que ça a commencé ici. Je pense que c'était une bonne démarche et qu'il faudrait revenir à ça, ce qui permet finalement d'avoir une énergie qui est produite localement, on l'a dit, et en termes d'acceptabilité sociétale, c'est aussi un chemin vertueux. Parce que quand on voit l'énergie, elle part d'ici et je m'en sers comme ceci, c'est plus acceptable que de dire on produit de l'énergie, je ne sais pas où ça va et c'est pour alimenter d'autres personnes. Donc, si on met tout ça bout à bout,
on se rend compte que le fait de produire localement n'a pas que des défauts. Au contraire, bien au contraire, ça a des avantages. Et le fait que l'énergie ne coûte pas la même chose partout, ça sera acceptable dans ce cas-là. Parce que chacun sait ce que lui coûte, ce que vaut son énergie et ce que peut lui coûter son énergie. Vous voulez ajouter quelque chose sur cette question? Non, les riches, enfin, aujourd'hui, il y a des outils financiers qui sont mis en place. Donc, notamment, il y a un collectif qui s'appelle Énergie Partagée qui vous permet d'investir même rien. Mais là, quand je parlais de producteurs et de consommateurs, j'ai pas dit que les consommateurs investissaient et que les producteurs... bon, il y a des producteurs qui peuvent être consommateurs, des producteurs qui sont que producteurs, des consommateurs qui sont que consommateurs. Vous n'êtes pas forcé d'investir, mais de toute manière, le tarif est garanti parce que vous êtes tous sur le même réseau interconnecté. Là, ce qu'on dit simplement, c'est que la production, si elle pouvait ne pas sortir du local, ce serait mieux pour le réseau. Et donc, on va inciter les consommateurs à consommer du local. Mais inciter, ça ne veut pas dire changer les prix. Je veux dire, quand je dis tarif heure creuse, tarif heure pleine, j'incite les gens à consommer l'énergie la nuit. Bon, je peux très bien dire, délirons, je vais faire un tarif éolien. Bon, je vais dire, quand ça clignote, vous pouvez utiliser des choses que vous pouvez différer de 1 jour, de 2 jours, de 3 jours. Bon, là, je suscite quand même une maîtrise de la demande associée à la production qui est jouable par n'importe quel consommateur, qui n'est pas obligatoirement riche, pauvre ou je ne sais pas quoi. Il va gérer son énergie en fonction des conditions. Alors naturellement, tout ça, ça a une limite. Hein. J'entends les ricanements des experts type, qu'on ne va pas citer, mais en fait, je pense que ça peut se faire. C'est-à-dire il existe des tarifs tempo où on vous dit X jours dans l'année, l'électricité elle va vous coûter très cher, mais le reste de l'année, elle vous coûtera beaucoup moins cher. Donc on peut aussi jouer sur la demande. C'est un peu l'idée de ces communautés. On joue sur la production, la consommation, et on maîtrise la demande avec des outils adaptés pour le faire. Allez, on a le temps pour une dernière question, s'il y en a une. Monsieur, on vous écoute. Ah, le micro marche ou pas? Non, ça n'a pas l'air de marcher. Je vous entends pas, moi. Est-ce que le micro... Alors, on va vous en apprendre. Le micro... Un micro de secours. Il n'y a plus de piles dans celui-là. Voilà. C'est ça, hein, l'électricité, quand il y en a plus, ça manque. Allez, on vous écoute, monsieur. Alors, vous éteignez le micro quand on vous le donne, j'ai l'impression, monsieur, parce que si ça ne marche pas non plus avec le deuxième, ou alors... on vous apporte un micro, là. Il y a quelqu'un qui vous apporte ça. Oui, c'est assez étonnant comme expérience, ce qui se passe. Vous éteignez les micros. Il a été éteint. Est-ce que vous avez appuyé sur un bouton? Non, ne touchez pas à vos micros, messieurs. Je vais me retrouver tout seul. Alors, bon, ou sinon, hurlez votre question et je la répéterai. Allez-y. Alors du coup, ne mettez pas trop de fioritures parce qu'il n'y a que vous qui entendez ce que vous dites. Allez-y, je vais me rapprocher pour vous écouter. On me dit qu'il y a un des 2 micros hôtesse qui est ouvert dans l'oreillette. Normalement, ça doit marcher. Voilà, à force de persévérer. On a entendu un bout de quelque chose. Quel étrange mystère. Je viens à vous. Moi, j'ai un micro. Il va falloir que vous parliez très près de moi. Pour pouvoir... allez-y. C'est très étonnant, ces micros qui ne marchent pas. Alors, les 2 micros hôtesse sont éteints. Allez-y, posez votre question, je vais la répéter. Oui, donc Bruno Lardance, ingénieur arts et métiers en transition professionnelle. Donc ça m'intéresserait si on pouvait rentrer en contact, monsieur Bruyère. C'est comme vous le souhaitez. Donc, première question, est-ce qu'il y aura pour tous ces 2 ou 3 jours des archives, notamment YouTube, où on pourra retrouver les conférences? Alors, question aux organisateurs. La réponse va venir dans mon oreillette, et je vous la donne dès qu'elle arrive. Parfait. Continuez, posez la deuxième. Très bien. Au niveau technique, on parlait donc de production locale. Donc c'est intéressant d'avoir éventuellement des réseaux qu'on pouvait îloter. Merci beaucoup. Donc le micro marche. Donc on parlait tout à l'heure de réseaux qu'on pouvait îloter. Donc je comprends qu'effectivement, dans la technique, ces réseaux, on peut les isoler
si besoin? Et notamment, est-ce que dans ce sujet, le stockage, la partie théorique du stockage et même en développement, est un peu plus avancée que ce dont vous parliez tout à l'heure, à savoir le STEP, donc la production et le retour par le pompage, ou d'autres stockages qui pourraient être développés pour plus tard, notamment en batterie, ou éventuellement, effectivement, vous parlez de l'hydrogène, parce que je pense que si on parle de production locale, de réseaux qu'on peut îloter, il faut penser aussi au stockage local. Très bien. Alors, on va vous donner une réponse, mais assez courte, hein, parce que vraiment, on est en train de déborder. Et pour la première question que vous posiez, toutes ces conférences sont filmées, captées. On va se renseigner pour savoir, mais a priori, évidemment, ce ne sera pas perdu. Et on va se renseigner pour savoir de quelle manière ce sera ensuite diffusé. Et on le dira dès qu'on aura la réponse, peut-être cet après-midi. Voilà. Réponse rapide. Oui, alors réponse rapide pour le stockage. Donc, l'îlotage ne peut pas s'envisager sans stockage, déjà. Donc ça, c'est très clair. Et à ce niveau-là, les solutions électrochimiques de type batterie sont des candidates sérieuses. Donc, c'est tout à fait envisageable et c'est fait dans certains endroits, hein. On utilise du stockage électrochimique, batterie. Et quand on est îloté, avec un réseau présent, on a la possibilité de se brancher sur le réseau quand on a des excédents de production. Évidemment, on l'a dit. Mais avec les énergies renouvelables, en situation îlotée, vous ne pouvez pas l'envisager sans stockage. Bon, simplement une note sur... En fait, en France, c'est dans les dom-toms, enfin, dans les ex-dom-toms, en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, où il y a beaucoup de tests là-dessus. La commission de régulation de l'électricité a lancé des appels d'offres pour des alimentations sans interruption. Et donc là, ils ont, avec des éoliennes et des batteries lithium-ion, il y a eu aussi des éoliennes, enfin des tests comme ça à La Réunion. Donc là, pour l'instant, ça se fait dans les îles parce que le fuel est très cher, enfin le courant est cher, et au titre de la péréquation, EDF perd tout l'argent du monde. Donc ça a un intérêt pour eux, quel que soit le prix de la batterie, d'une certaine manière. Hein. Voilà. Merci à tous les deux. Je vous remercie. Vous pouvez les applaudir. Il y a eu quelques départs des classes, mais ils méritent vos applaudissements pour ceux qui sont restés. Merci à vous.